Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cookie, le podcast qui s'écoute sans fin et sans en perdre une miette. Je suis heureux de recevoir trois invités, tous plus particuliers les uns que les autres, à savoir du coup, honneur aux dames encore une fois, Justine. Bonjour Justine. Hello tout le monde. Comment vas-tu ? Eh ben ma foi, je suis en super forme ben... et hâte de reprendre cette émission avec vous tous. Oui, après une petite absence, effectivement. Ah, celui qui vient tout de suite de prendre la parole, c'est Alan. Bonjour Alan. Et bonjour tout le monde. Tu vas bien Alan ? Oui, très bien, très bien. Content que Justine soit de retour. Oui, c'est vrai. Eh bien, effectivement. Et Naïm, dans le doux rire, vient résonner à nos oreilles. Bonjour Naïm. Bonjour, oui, mon doux rire vient de résonner. Et je suis content aussi que Justine soit là. Ah bah tout le monde est content, c'est formidable. Là, c'est présent. C'est formidable. Bon, eh bien écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à dire les uns les autres avant de commencer ou pas ? Est-ce que vous avez un petit truc à faire passer, un petit message peut-être ? Alors moi, j'avais envie de dire quelque chose. Je suis vraiment content que Justine soit ici, voilà. Oui, bah... Attention, on est en train de créer une boucle. C'est le jour de la marmotte. Mais oui, non, mais c'est vrai. Oui, bah, les podcasts reprennent. Avec quelques mois d'absence, c'est vrai, mais là, on est pas mal. Je pense qu'on est sur une bonne montée. Il y a moyen qu'on fasse un petit truc sympa. Effectivement, ces mois d'absence ont été assez longs, dû à des raisons de santé pour Justine. Donc, c'est pour ça que le podcast a été un peu à l'arrêt. Mais nous voilà plus en forme que jamais pour ce début. Presque ce début 2020, donc voilà. 2021, non, on va oublier 2020, on va mettre ça de côté, et puis voilà. Bon, eh bien, sans plus attendre, je vous propose de passer à la rubrique questions. Les questions d'aujourd'hui sont un peu plus complexes que d'habitude. Alors, j'en suis plutôt fier, elles sont pas mal, il y a un peu tout. Eh bien, je vais commencer du coup par une petite question. Quelle est l'originalité de la société Hasbro, notamment connue pour posséder plusieurs marques dans My Little Pony, mon petit poney en français, ou Play-Doh. Play-Doh, je pense pas que la traduction c'est Play-Doh, tout simplement. Bah oui, y a pas d'autre mot. Alors, quelle est la particularité de cette société ? Bah, ils vendent des jeux pour les enfants. Oui, ça c'est pas la particularité, c'est leur but premier. Non, justement. Alors c'est jamais, écoute, ça peut être une question bateau. Non. Oui, non, elles sont pas aussi bateaux. Alors, est-ce que c'est parce qu'on peut faire des jeux de mots sympas en anglais avec le nom ? Hasbro, non, mais non, je vais pas, non. Est-ce que ça a un rapport avec l'alimentaire ? Non, oui, c'est pas alimentaire. Ok, est-ce qu'ils font des médicaments ? Non. Mais c'est vraiment quelque chose. On est très loin des jeux de société pour le coup. De l'habillement ? Non. C'est des objets C'est pas des objets. Un service ? Ah non, on peut pas dire ça non plus. Est-ce qu'ils font toujours leur deuxième activité ? Toujours. En fait, vous savez, les grosses sociétés, je pense notamment à Coca-Cola, vous savez, à la mainmise du coup sur plusieurs branches, etc. Et là, finalement, ils ont racheté quelque chose de plutôt particulier pour le coup. Ah, c'est quelque chose qu'ils ont racheté à une entreprise qui existait déjà, c'est ça ? Ou ils ont créé c'est une excellente question. Effectivement, ils ont racheté quelque chose. C'était même en 2019 qu'ils l'ont racheté. Et pour le coup, c'est une grosse entreprise connue ? Connu par les amateurs, ouais, c'est quand même un gros truc. Après, attention, tout le monde ne connaît pas, mais c'est quand même un gros truc, effectivement. Alors, est-ce que c'est dans les voitures ou quelque chose comme ça ? Non, pas dans ce domaine-là. Non, attends, c'est pas dans le domaine des véhicules, c'est pas dans le domaine alimentaire, ni pharmaceutique, ni politique. Non plus. Est-ce que c'est dans le divertissement ? Ouais, c'est le divertissement. Ouais. Ah. Tu te rapproches. La musique ? Ouais. Ils ont racheté une boîte de prod, quelque chose comme ça. Oui, mais alors laquelle du coup ? Oh mon dieu, alors là, Abbey Road ? Non, pas Abbey Road, mais alors on est plutôt bon, c'est américain déjà, mais c'est un gros label. Bon, si vous me donnez Virgin ? Non, mais si vous donnez au moins un artiste, allez, j'accorderai la réponse. Qui est rattaché à ce label ? Ah ouais, non mais c'est ultra connu, c'est très connu. J'ai entendu la bonne réponse, Alan.
Dr. Dre, Et effectivement. le label. Oh. C'est le label Death Row Records, du coup le label américain qui a vu passer Tupac, Snoop Dogg ou encore effectivement, comme tu dis Alan, Dr. Dre. C'est Hasbro désormais depuis 2019 qui est propriétaire de ce label et tout, ce qui est totalement what the fuck. Je trouvais l'anecdote plutôt intéressante. C'est le genre de truc auquel tu t'attends pas. En fait, je me suis un peu renseigné, c'est vrai que le label avait pas mal de difficultés financières depuis quelques années et du coup c'était racheté à quelques reprises et jusqu'à ce que ça soit arrivé du coup aux mains de Hasbro qui a racheté le label en 2019. Je trouve ça un peu ahurissant, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est un excellent label, c'est ultra connu pour les amateurs de rap, etc. Après, c'est vrai que bon, tout le monde ne connaît pas évidemment les labels, mais Death Row Records, c'est quand même un gros truc, ouais. Donc la bonne réponse, en tout cas, est octroyée à Alan. Félicitations, Alan. Bravo. Bon, mais passons à la deuxième question. On passe du coup à un tout autre domaine, vu que l'on va parler de Stuart Little. Alors, j'ai jamais vu le film. En 2009, il y a eu un événement inattendu autour de Stuart Little. Est-ce qu'il a racheté Hasbro? Le petit Stuart, non. Il a tout racheté. Non. Il vient faire du hip-hop lourd avec des hacks et des pros à côté. Non, c'est vraiment une anecdote justement autour du coup de Stuart Little, mais c'est assez particulier là aussi. Alors, il me semble qu'à la base, c'est un roman pour les enfants. Est-ce qu'il y a eu un nouveau livre qui est sorti? Non, du tout, rien à voir avec tout ça. D'accord, on parle bien de la petite souris, excusez-moi, c'est le personnage. Oui, c'est ça, ouais, sa petite souris avec un petit la petite souris. Elle a été trempée dans l'huile, puis trempée dans... Non, pas celle-là, Naïm, pas celle-là. Non. Bon, je vais vous aider, c'est lors du visionnage, voilà, dans 2009, quelqu'un a vu le film et il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'il y a un truc caché, une scène cachée qu'on voit? Non, mais c'est dans une scène, bon, tu vas me dire, c'est un peu obvious, hein, un peu logique dit comme ça, mais effectivement, c'est dans une scène, quelqu'un a vu quelque chose. C'est dans le premier film. Ouais. C'est vraiment une anecdote. Est-ce que c'était ce qui a été vu dans le film était une volonté du réalisateur ou c'est quelque chose qui est passé un peu par inadvertance? Alors c'est une bonne question. C'est un peu par inadvertance. Tous ceux qui ont vu le film ont vu cette scène aussi, mais il y en a une personne qui s'est dit oula, attends, il y a un truc étrange. C'est une scène particulière du film? Ouais, alors j'ai vu un screenshot. Oui, c'est deux personnages qui parlent et puis. On voit un truc un peu osé. Ouais. Non, mais on voit quelque chose. C'est en fond. Est-ce que c'est lié avec un acteur? Non. C'est dans le fond de la scène. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe dehors? Non. C'est dans la maison là des Ouais, c'est dans la maison, tout à fait. Vous vous rapprochez. Est-ce que c'est un objet rare, une pièce rare? Oui, exactement. Bon. Exactement, ouais. Et que l'on voit en décoration et en fait c'est quelque chose qui est recherché. Vous avancez à pas de géant, ouais, effectivement, c'est ça, c'est l'idée. Et donc, qu'est-ce qui a pu se passer autour de ça, de cet objet? Est-ce qu'il y avait des bitcoins? Alan? Non, pardon. Un tableau? C'est un tableau, effectivement. Alors, du coup, un tableau qui était original. C'est un tableau. Un tableau avec des bitcoins, c'est pour ça que ça coûte cher maintenant. Non, mais alors du coup, bon, essayez de trouver Tableau autour du Excel. tableau. Non. Oh. Pour le coup, c'est un vrai tableau qu'on retrouve dans le film. Alors, c'est le Un tableau de Hopper? Non. Alors, moi j'ai une idée. Est-ce que la personne qui devait s'occuper du décor à l'arrière devait trouver une copie et en fait, au final, avait l'original? Alors, en fait, ce qui s'est passé, du coup, en gros, un historien d'art hongrois a regardé le film avec sa fille en 2009, donc, et a remarqué dans une scène un tableau du coup de l'artiste Robert Berini, perdu depuis 1928, intitulé La Dame endormie au vase noir. Du coup, ce qu'il a fait, il a contacté Sony Pictures et le tableau fut retrouvé. En fait, c'est une scénographe qui avait travaillé donc sur le film, qu'il avait trouvé, et elle avait acheté dans un antiquaire, sans connaître la valeur de celui-ci. Et finalement, du coup, le tableau a été vendu aux enchères pour 230 000 €. C'est un tableau très recherché. Oh, pas mal. Je trouve ça génial, la probabilité pour que du coup l'historien spécialiste du coup, il faut déjà connaître l'artiste en gros, effectivement, mais du coup va trouver ça dans le film, qu'il soit là en train de regarder le film, tout, tu imagines un peu la probabilité. Moi je trouve ça hallucinant. Ouais. Eh bien écoutez, allez, une petite question un peu plus facile. Tout simplement. Ah bon, c'est parce que ça c'était dur ça? Non, je rigole. Oh. Allez, petite question rapide. Est-ce que vous savez ce que représentent les pics qui ornent la couronne de la Statue de la Liberté? Est-ce que c'est des articles de loi, de code? Déjà, est-ce que vous savez combien il y a de pics qui ornent cette couronne? Il y en a autant que d'États aux États-Unis? Non. Et il y en a pas tant que ça. Beaucoup, quand même, je me suis dit. Non, je dirais qu'il y en a une dizaine. Un peu moins. Bon, Et 8? un peu moins que 8. 7? Et c'est ça, c'est 7. Les péchés capitaux? Non, non, quel rapport avec Je sais pas, écoute 7, pourquoi pas? Les 7 mercenaires? Mais non. Les 7 salopards? Mais non plus. Les 7 nerfs? Non. Mais pas du tout. Les 7 tables? Non.
Non, mais c'est tout simple. Les 7 colonies qui On étaient, les retrouve d'ailleurs dans un autre logo mondialement connu. Les continents. Ah, et ben voilà. Bon, ben félicitations, Justine. Ah, Effectivement. J'étais parti sur région, moi je me suis dit attends, quelle région ça pourrait être? Ah bah non, Oui, effectivement. tu veux parler des Jeux Olympiques? Ben voilà, exactement, tout à fait. Ça. Bon, ben passons à une autre question. Avec du coup Paul McCartney. Est-ce que vous connaissez Paul McCartney? Oui, c'est un rappeur, je crois. Presque. Bon, alors. Il a fait des feats avec Dr. Dre, c'est pour ça. Non, mais il a fait plusieurs feats, Paul McCartney. Et ben du coup, Paul McCartney est le détenteur d'un objet très particulier, et d'ailleurs cet objet est unique. Lequel est-ce? La guitare de Paul McCartney. Non, parce que celle-là, tu as des basses signatures de Paul McCartney. Il y a des copies, oui. Même si c'est pas l'original, effectivement. Non, mais il y a vraiment un objet particulier, c'est le seul à l'avoir. Est-ce que c'est une œuvre d'art? Non, c'est pas une œuvre d'art. Non. Bon, alors après, évidemment, il y a des objets évidemment uniques qui appartiennent certainement aux Beatles, mais c'est vraiment un objet particulier. Hein. Non, ça reste quand même dans le domaine musical. Ah, un médiator. C'est un objet qui a appartenu à un autre artiste? Non, c'est le premier à l'avoir en sa possession. C'est un instrument de musique? Non, pas un instrument. Un enregistrement de leur... Est-ce que c'est par rapport à une œuvre de charité, quelque chose comme ça? Parce que je sais qu'il faisait beaucoup là-dessus. Non, c'est pour l'ensemble de sa contribution dans la musique, tout à fait. Une décoration? Une distinction? Ah, une distinction, oui, ça peut aussi servir de décoration. Est-ce que c'est lié avec la reine d'Angleterre? Parce que je sais qu'il est Rien à sœur. voir avec la reine d'Angleterre. Une récompense pour toute sa carrière. Un disque, pas de platine, mais un truc encore au-dessus? Non, il y a pas un... Tout à fait, et ben c'est ça en fait. Il est détenteur du disque du coup de rhodium. Le rhodium du coup, qui est un matériau plutôt rare. Et en fait du coup voilà, donc ça a été décerné en 1979 par le Guinness Book pour l'ensemble des ventes d'œuvres musicales produites grâce à son travail en tant que compositeur et interprète. Et du coup c'est le seul artiste au monde à avoir du coup ce disque de rhodium. Mais voilà, du coup, c'était en 79, donc bien après la séparation des Beatles, c'était vraiment du coup Paul McCartney qui a été récompensé pour ça. Du coup, sympa pour Ringo Starr. Hein. Bah non, mais après... Et George Harrison aussi, il était encore vivant à ce moment-là. Oui, bah John Lennon aussi d'ailleurs. Mais en 79? Oui, c'est en 80. Ah oui, effectivement. Et on va passer à la dernière question, et je trouve ça plutôt joli, plutôt poétique même. Qu'est-ce qu'un nombre univers? C'est l'infini? Pas du tout. C'est infini, oui, on peut dire ça quand même, effectivement. Bon, essayez juste de trouver le concept, hein, puis voilà. C'est vrai que c'est assez particulier aussi. Un nombre qui s'étend toujours, quoi, comme l'univers. Ouais, bon, voilà. Est-ce que vous avez... C'est un chiffre infini, comme par exemple le nombre pi? Oh, bah, disons que vous avez été vachement rapide. Oh là là. Effectivement. Alors, en gros, un nombre univers, du coup, c'est une notion introduite par J.P. Delahaye en 1966. Un nombre univers possède toutes les suites probables de chiffres, et effectivement, comme tu dis, Justine, pi en est un exemple, mais cela reste évidemment une théorie difficile de vérifier quelque chose qui est infini. Et on part du coup du principe que si les lettres étaient converties en nombres, alors tous les récits ou les livres déjà écrits et à venir dans l'histoire, y compris celui de votre vie passée et future, s'y trouvent. En gros, voilà, toutes les probabilités, tous les bouquins puissent potentiellement, et je trouve le principe absolument génial. J'avais entendu parler de ça, oui, j'avais entendu parler de ce principe. Alors moi j'ai pas étudié, c'est comme un tiers, qui fait 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Oui, c'est ça, ouais. Mais en fait, c'est vrai, du coup, c'est une... Bon, alors moi, en mathématiques, je suis une quiche totale, mais j'aime bien, du coup, ce concept-là de... finalement, ça dépasse les nombres, ça dépasse le simple chiffre, c'est vraiment toute une... Mais ça dépasse l'entendement. Donc voilà, non, mais je trouve ça très cool, ouais. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, du coup, au collège. Pourquoi t'apprends pas les nombres univers aux petits collégiens? Si, mais au lycée, je crois qu'on avait parlé de cette notion, mais... on pourrait l'apprendre par cœur. On a déjà du mal à envisager un tiers. Oui, c'est pas faux. Ouais. En tout cas, bravo. Du coup, vous avez été efficace pour ces questions. Bravo, en tout cas, à tous les trois. Là, c'est l'entraînement. Tout à fait. Écoutez, voilà qui met fin à cette rubrique questions. Et nous allons, du coup, sans plus attendre, passer à la rubrique de Justine, du coup. Justine, est-ce que tu es prête? Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, dans 2,21 gigawatts, l'émission qui revient dans le passé, si je vous dis dragon blanc aux yeux bleus, magicien des ténèbres, je me mets en mode attaque ou en mode défense, vous me dites? C'est l'heure du... Ah oui, bravo. Oui. Bravo. Cette année, la franchise Yu-Gi-Oh! Fête ses 25 ans. Cette licence d'origine japonaise a vu le jour en septembre 96 par Kazuki Takahashi dans le célèbre magazine Shonen Jump.
où il a connu un essor fulgurant dès sa parution jusqu'à son dernier chapitre en 2004. À ses débuts, il n'était nullement question de cartes et le manga pouvait surprendre par une violence caractéristique ainsi que ses propos étonnamment matures. Ce n'est qu'à partir du 8e volume que les duels de monstres à travers les cartes prennent une place essentielle. Son auteur ne prévoyait nullement d'en faire un manga axé sur ce sujet, mais l'ampleur du jeu a été telle qu'il a finalement dû s'y résigner. Le mangaka n'a cependant jamais caché son admiration pour le jeu de cartes américain Magic, l'Assemblée. Arrivé en France au début des années 2000, la déferlante Yu-Gi-Oh! A inondé les cours de récréation où les nombreux Pokémon occupaient déjà les échanges plus ou moins équitables entre gamins. J'ai pu arnaquer quelques petits CP comme ça au passage. Et c'est en 2003 que la série a connu son apogée dans l'Hexagone lors de la diffusion de l'animé dans l'émission M6 Kid, provoquant chez de nombreux enfants le terrible dilemme, y compris pour moi, de devoir choisir entre l'équipe de Sacha ou celle de Yugi. La diffusion des épisodes étant sur des grilles de diffusion sensiblement identiques. Ah, mais samedi matin était terriblement difficile. Quel problème on avait quand on était gamin. Oh là là. Oh, bah trop dur ma vie. Oh, Yugi, Sacha. Le personnage principal de la série est Yugi Muto. Un jeune lycéen timide au grand cœur et particulièrement doué pour toutes sortes de jeux et de défis. Mais ce n'est que lorsque son grand-père lui fait don d'un artefact égyptien nommé le Puzzle du Millénium, abritant l'âme d'un pharaon, que la véritable aventure commencera pour Yugi. Les mystères émanant de cet objet se dévoilent au fil de l'histoire. Et pour cela, le jeune homme sera accompagné de ses amis Joey Wheeler, Thea Gardner et Tristan Taylor. Le début du manga les confronteront rapidement à Seto Kaiba, mania du jeu de cartes et dont l'histoire a priori rasoir s'étoffera peu à peu. Bien évidemment, de nombreux adversaires viendront affronter la bande d'amis tout au long de la série et certains retournements de situation sont réellement bien emmenés. Devant un tel succès, il était normal que plusieurs séries dérivées de la licence voient le jour telles que Yu-Gi-Oh! GX ou encore Yu-Gi-Oh! 5D. Bon, je vous laisserai seul juge de ce qui est de la qualité, je précise tout de même que les amateurs de gros cylindrés seront servis. Ouais. Ouais, le moto. Ouais. Ensuite, on va laisser l'animé et le manga de côté pour se pencher sur le jeu de cartes, qui semble être devenu une entité méta à part entière. Désormais édité par Konami, les parties officielles voient s'affronter 2 à 4 joueurs. Le but étant de réduire les points de vie de l'adversaire à 0 en cédant de cartes de monstres, de pièges ou encore de magie en usant de stratégie et de subterfuges. Le jeu compte actuellement un très grand nombre d'extensions, la première étant la célèbre La Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, et dont les cartes originales sont désormais recherchées par de nombreux collectionneurs à travers le monde. Je hais ma machine à laver depuis ce temps, où des cartes ont disparu à cause de ça. Sachez que des tournois nationaux et internationaux sont organisés au fil des années et sont régulièrement suivis par d'importantes communautés de joueurs. Il est aussi intéressant de noter qu'en 25 ans d'existence, Yu-Gi-Oh! A su se révéler être une alternative de qualité sur des marchés pourtant occupés par 2 colosses, à savoir Pokémon et Magic, sortis quelques années avant cette licence. Il serait regrettable de réduire Yu-Gi-Oh! À un jeu de cartes bon marché ou à un ersatz du jeu vidéo de Satoshi Tajiri. L'histoire de Yugi et ses amis est vraiment passionnante à suivre et le jeu de cartes est d'une inventivité surprenante. Mais j'ai quelques petites questions à vous poser. Allez, vas-y. Allez, à votre avis, combien d'extensions du jeu existe-t-il? Alors là, une vingtaine, je dirais. Ouh là là, t'es encore loin. Hein. En fait, il y en a une tous les 3-4 mois, je crois, donc 50. Je pense que c'est un nombre univers, je crois. Ah, ça coûte une fortune. Eh oui. 60 50-60. Et tu n'es pas loin, 66 extensions. Et encore, c'est que le jeu de base, parce que je compte pas les speed duels, tous les trucs alternatifs qu'il y a eu. Il y a plusieurs formats du jeu, donc avec autant d'extensions et tout. Il me semblait que c'était 66,666. Ah oui. Et d'ailleurs, combien, à votre avis, il existe de cartes au total depuis la création du jeu? À peu près, hein. Il n'y a que 3 cartes, je crois. Bah non. Ah oui, c'est vrai, le dragon blanc, le magicien. Et les yeux bleus. Et non, et avec, tu peux même pas faire Exodia avec 3 cartes. C'est quelque chose, hein, disons, 3 cartes. 2000 Plus. 5000 Plus. 10 000 cartes. 10 000. Moins, quand même. Enfin, j'ai les chiffres de 2016, j'ai pas trouvé après. Mais 6666. Combien? 6666. Oh. T'étais pas loin, 7600.
Putain, c'est énorme, hein. C'est énorme, hein. Et du coup, tu peux même pas faire de doublons et tout. Bon, après, je pense qu'il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent. Sachant qu'en plus. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est énorme. Et enfin, pour finir, à votre avis, quelle est la carte la plus chère du jeu existant? Première édition ou pas, du coup? Non. Alors, est-ce que c'est le Lotus Noir ou c'est dans... Ça, c'est un autre jeu. C'est dans Magic, le Lotus Noir. Mais alors ça, je sais pas du tout. Mais à votre avis, déjà le prix. Vous voulez que je vais vous donner le prix de la carte. Elle est estimée à près de 10 millions de dollars. Oh la vache! Ah, mais c'est peut-être des cartes que tu gagnes quand tu es champion du monde. Une carte, c'est une Oui, carte et ben effectivement, en fait, les cartes les plus recherchées dans Voilà. Yu-Gi-Oh, c'est celle qu'on reçoit lors des championnats du monde, et celle qui est donc la plus recherchée, elle s'appelle, vous devez peut-être la connaître, le soldat du lustre noir. Ah, et en fait, oui. celle-ci, elle est plutôt atypique parce qu'elle est imprimée sur acier inoxydable et elle est unique au monde car elle a été offerte au vainqueur du tournoi de l'Asian Championship de 99 et avait la particularité d'être une carte dite normale plutôt que rituelle. Ah, du coup, tu peux l'invoquer Ouais, je directement. me souviens. C'est ça, voilà. Ah ouais, c'est fort quand Je même. me C'est souviens, très fort. après, je l'ai fait tomber une fois et Il a fait tomber, elle s'est cassée, voilà. Carte... Ah ouais, bah du coup, ah ouais, mais c'est très particulier parce qu'en fait, au-delà de la rareté, finalement, cette carte, ça te permet de la poser directement. C'est une sorte de gros joker, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le truc super abusé, quoi. Ah, oui, c'est très fort, effectivement. Mais écoute, merci en tout cas. Après, je sais pas, Yu-Gi-Oh, vous y avez joué ou pas trop même regardé Alors, moi, j'ai déjà joué. Ouais. J'aimais bien. Mais par contre, c'est vrai que j'avais un manga à l'époque de Yu-Gi-Oh! Et c'est vrai que c'était beaucoup plus gore. Ben, tout à fait. Moi, mes parents m'avaient acheté. Ouais, c'est ce que tout le monde m'a dit. Mes parents m'avaient acheté le premier tome quand j'étais gamin. Et j'avais halluciné. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelles sont les cartes? Il y avait des défis avec des scorpions, des trucs un peu. C'est vrai, c'était pas gore, mais c'était un peu trash, quoi. C'était pas trop pour les Moi, enfants. j'avais le combat avec Pegasus. Et du coup, Pegasus, il était assez chaud. Et à un moment, il tue quelqu'un. Oh non, mais c'est de la folie, quoi. Parce qu'après, quand ils étaient dans le monde. Pas mal. En fait, quand ils les expédiaient dans le monde là, des ténèbres et tout, je crois que les gens mouraient réellement. Oui, mais en fait, ils mouraient réellement ils mouraient et que vraiment. ça avait été censuré dans la série, cette histoire. Oui, Ah ça ouais, avait été censuré. Alors, c'est très simple. Bon, et ben du coup, Alan, est-ce que tu es partant pour ta rubrique, du coup, mon cher Alan? Oui, moi je peux faire ma rubrique. Alors vas-y, est-ce que déjà tu peux nous expliquer le principe, Alan? Alors, le principe est assez simple en soi. Je vais imiter un personnage secondaire d'un film ou d'une création qui, à un moment donné, va constater que les personnages principaux de cette série arrivent et débarquent, eux, au milieu de son quotidien à lui. En fait, c'est un point de vue extérieur à l'intérieur du film où, du coup, on va juste voir cette petite scène, ce moment qui a été incroyable pour cette personne et qui a repris le cours de sa vie ensuite, contrairement à nos personnages principaux qui, eux, sont partis pour d'aventures absolument extrêmes. Enfin, un peu comme le film, il y a un film qui va sortir cette année, du coup, Free Guy avec Ryan Reynolds, où du coup c'est l'édition d'un PNJ, c'est un peu le principe. Bah là, c'est Free Alan. Ouais. C'est ça. Allez, vas-y, du coup, Alan, nous t'écoutons. Alors, je vais commencer avec le premier film. Allez, vas-y. Alors voilà, j'étais tranquillement dans la rue, tu vois. Là, je vois une petite boutique de fleurs. Je me dis, vas-y, je vais jeter un œil. Ça me plairait bien, ça plairait bien à ma petite dame que je rentre pas les mains vides. Et là, d'un coup, tu vois, j'entends un bruit de fou, comme si on avait fait péter quelque chose, tu vois. Puis ça s'accélère. Au début, c'était des cartons, hein. Ça volait genre un truc de ouf, hein. Ça volait partout, quoi. Ça volait partout. Puis juste derrière moi, il y a les légumes qui volent en éclats aussi partout. Et puis là, tu me crois ou pas, les fleurs, j'étais en train de regarder, bah pareil, les bâtiments, ils éclatent aussi. Je dis, je vois tout le monde a l'air serein, personne ne bouge vraiment. D'ailleurs, j'ai l'impression de ne pas pouvoir trop bouger non plus. Et encore, je crois le plus serein, c'était ce beau blond là, assis dans un petit café avec une. Oh, je crois que j'ai trouvé. Ah ouais, un jeune homme aux cheveux longs, je sais pas, t'as vu, on est en 2010. Après tout, moi, je suis à Open, tu vois. Moi, je l'ai pas. Ah si, moi c'est bon, je l'ai. Mais et je te là, laisse finir ta petite. Vas-y. Et là, leur café aussi, ça claque de partout. Mais eux bougent pas. Il y a des morceaux qui volent partout, mais ça va, tout va bien, quoi. On dirait que tout le monde va bien. Paris, ça m'étonnera toujours pour ça, même si il avait l'air de, je sais pas, ils avaient l'air d'être des touristes. Ils se sont un peu, voilà, je sais pas, ils sont un peu trop acclimatés au stress de cette ville, je crois.
D'ailleurs, C'est bon, j'ai en trouvé. partant de la vie, je suis presque sûr de l'avoir vu se recroqueviller sur elle-même pendant un instant. Moi, je l'ai pas. Naïm, Pareil, tu l'as? Je sais pas si j'étais Moi, stone peut-être. Hein. je crois que ça doit être un film que j'ai pas vu. Mais Ah, les bâtiments, ils se sont enroulés comme une moquette, quoi. C'était un truc de fou. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, ouais, c'est bon. C'est Inception. Ah, Yes, bien vu. non, mais bien vu. Ah non, mais alors moi, je l'ai vu, mais Si, parce que quand il a dit tout de suite le beau blond avec le café. il y a un blond dans Inception? Ben, c'est Leonardo DiCaprio. Oh, il est châtain. Il est châtain. Oh. c'est moche. Moi, c'est qu'il est moche. Mais non, alors, moi, Inception, je l'ai vu, mais d'un œil un peu distrait, dirons-nous. Du coup, non, j'ai pas le film en tête. Par contre, oui, la moquette. Mais je Oh, pense putain, pas ça que- m'étonne. Parce que, genre, les persos secondaires, du coup, là, c'est dans un rêve, en fait. C'est pas des vrais persos secondaires. Oui, mais Quoi? On était dans un rêve? est-ce que tu as un autre PNJ? Alors, j'ai un autre PNJ, il est un peu plus corsé, celui-là. Un Vas-y, petit vas-y. peu plus corsé. Ça va faire un moment maintenant que je suis engagé dans la sécurité. Je veux donner ma vie pour la mère patrie et c'est chose faite. Je suis à la place rouge de Moscou, mais je passe mes journées assis devant mon bureau, devant ce grand couloir lumineux et sa longue moquette rouge. Mais je reste vigilant. Aucun détail ne m'échappe habituellement, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui va pas. Ça a commencé avec un petit bruit de fuite d'eau. Ce maudit bruit de goutte m'a distrait un moment. Chaque fois que je me levais de ma chaise, le bruit s'arrêtait. Alors je reviens vers ma chaise et j'ai l'impression de voir des choses du coin de l'œil dans le couloir. Il est vide à chaque fois. Puis quelques minutes plus tard, un collègue arrive en panique vers moi pour me dire qu'on a des intrus dans la salle des archives, la salle qui est juste en face de moi, dans le couloir. Impensable, je n'ai vu personne. Et tout à coup, le couloir se met à vaciller encore et encore. Plus 4 de mes collègues arrivent. On s'enfonce alors dans ce couloir pour comprendre ce qui se passe. Ces salopards avaient utilisé un écran de projection pour me duper. Attention, parce que là, si tu viens Vincent Moscato. C'est vrai qu'il est devenu. On dirait Schwarzenegger imité par Mossino. Naïm, tu l'as toi? Moi, je l'ai pas du tout. Vas-y, vas-y. Alors, c'est Mission Impossible. Ah, Exactement. ah, mais Je je l'ai l'ai pas pas vu vu. non plus. Oh là, décidément. Ah, j'espérais que vous l'ayez vu parce qu'il Alors, est mais c'est génial. lequel du coup? C'est le 4e. J'en ai vu Ah non, absolument. j'ai vu que le 3e, moi. Ah, mais quoi? Ah, moi, j'en ai vu aucun. Je te mes parents, ils avaient acheté le DVD comme ça. Ah, mais bien vu en tout cas. Oh là, mais en tout cas, excellent. Mais très belle imitation de Schwarzenegger. Je savais pas que Moscato était dans le film. Pourtant, on m'avait dit qu'il était dans Vercingétorix, pas dans le film possible. Ah oui, alors ça, c'est Ah, encore bravo, mes gars, j'aurais pu m'obliger un peu plus. Eh bien, merci en tout cas. Il reste donc plus que l'excellent Naïm. Naïm, du coup, qu'est-ce que tu vas nous proposer pour ce podcast? Alors, moi, j'ai des petites questions sur les titres québécois. Vous savez, ils sont un petit peu traduits à leur sauce. Ah oui, Ah, c'est ben vrai. vas-y, Naïm. J'aime bien cette rubrique. Et Alan, il va pouvoir nous le faire en mode québécois après. Non, on va pas faire tous les accents non plus, quand même. Ah, vas-y, Naïm. Il y en a peut-être que vous les connaissez. Bon, après, il y en a, ils sont assez simples aussi. Mais je vais commencer avec un dur, je trouve. Mhm. Alors, à votre avis, quel film s'appelle en québécois Ferrovipat? Voilà, bonne chance. Mais Ferrovipat. je connais même pas le... Je crois savoir. Je crois savoir. C'est possible. Est-ce que c'est... J'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est pas le film auquel je pense. Human Centipede. Human Centipede. Eh non. Ah, Oh. Ça, ce serait plus le mille pattes humain ou quelque chose comme ça. mais c'est quoi comme... Est-ce que c'est vraiment un Ghostbuster enfin, un blockbuster? Oh là. Est-ce que c'est Est-ce que c'est Ghostbuster? C'est exactement ça. Non, je rigole. Non. Ah merde, ça aurait été C'est incroyable. pas un... C'est un gros film ou pas? C'est un petit film, Alors, mais le réalisateur depuis est devenu très connu et c'est un classique quand même le film. Il est sorti C'est un quand? film d'horreur. Tu peux nous donner la date ou pas? Non. Un film britannique. Ah, réalisateur Ah. britannique. Début 2000, je dirais 90 peut-être. Un réalisateur anglais? C'est un film d'horreur. Je dis britannique après. Ah. Non, c'est pas un film d'horreur. C'est un film... Film d'action. Non, c'est en 96 il est sorti le film. 96. Oh là là, je vois pas du tout. Peux-tu nous donner le petit prénom du réalisateur, peut-être? Oh, ça c'est un peu facile. Tu sais qu'il est sorti la même année que Mission Une Impossible, le adaptation premier. d'un roman publié par Irving Welsh. Ça peut vous aider peut-être. Oh, Oh là oh là. Est-ce Et il que... y a une suite en 2017.
Ça peut pas mal vous aiguiller. Waouh, la suite est sortie. Godzilla. Ça s'appelle Ferro Vipat 2, je suppose. Mais non, Godzilla Non, c'était c'est pas- 96. On l'a dit, c'est pas un Ghostbuster. Ah oui, c'est vrai, pardon. Merci Naïm. Pour cette pique des délicates. Ça fait très mal. Non, je sais pas du tout. Et la suite est sortie longtemps après. Par le même réalisateur? Oui, il me semble que c'est par le même. Alors, il y a Vas-y, dis un Ewan nom de McGregor l'acteur. dans le film. Ouais, au moins. Ewan McGregor. Ah, Trainspotting. Voilà. Oh, Ah, comment on a pu ne pas penser à ce film? J'adore ce film de Danny Boyle, du coup, ouais. Oh là là. Le Ferrovipat, mais ça veut dire quoi Ah, ben non, ça, tu vois, oui, effectivement. Ouais. Tu vois, les Français, ils ne sont pas posés de questions. Ils ont dit, on va prendre le même titre. Voilà. Oui, c'est vrai, ouais. Non, mais écoute, bien vu, Naïm. Est-ce que tu en as un autre à nous proposer? Ouais. Bon, ça, c'est un film un peu plus ancien, mais qui s'appelle L'agent fait la farce. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça? L'agent fait la farce. Oh, mon Bon, Dieu. c'est. Ah, est-ce que c'est pas. Y a-t-il un flic pour. Oh Non, sérieux? Direct. Ah ouais, c'est ça. Ah, Eh c'est ça. bah, Ah eh ben bravo. Alors là, on n'aurait pas trouvé. Non, ce one shot. Ah, très Y très beau. a-t-il un flic pour sauver la reine? Bon, ça, c'est en français. Et le nom anglais, vous l'avez? C'est pas un truc par rapport au gyrophare, quelque chose comme ça en anglais Non. En fait, ils auraient même pu le traduire en film québécois, le pistolet nu. Ah oui, The Naked Arm, quelque chose comme ça, non, c'est pas ça? Le Naked Gun. Ah, Ah oui, Naked Gun, oui, c'est oui, ça. parce que arme, c'est le bras. Ah oui, oui, pardon, autant pour moi. Ça va, Ghostbusters? Enfin, bref. Et aussi, j'en ai un autre, c'est Lendemain de veille. Dis-moi que c'est un James Bond. Ça aurait été pas mal en fait. Ah, l'entente de veille. Very Bad Trip? Exactement. Oh, Oh. très tellement. Ouais, mais ça paraît logique finalement, dit comme ça, oui, ouais. Lendemain de veille. C'est marrant, ils traduisent. Enfin, c'est rigolo, c'est encore. Bah, c'est The Hangover en anglais, mais nous on a préféré faire J'en ai un autre encore titre deux, en vous anglais. voulez? Ah, allez, vas-y. Ah bah allez. Allez, vas-y. On va être aussi vite. Alors, j'ai L'inconnu de Las Vegas. Las Ah, Vegas Las Vegas Parano. Ouais. C'est pas ça, non. Est-ce Ça que- serait Ah. Est-ce qu'il y a Las Vegas dans le titre ou pas, au moins? pas du tout. Ah, bah mince. Ça se Il y passe a au pas moins à Las Los, Vegas? Los Angeles Parano. Ça se passe à Las Vegas, cette histoire? Ah, bah j'espère. Oui, ça quand même. Non, ça se passe à Dunkerque. Non, oui, ça se passe L'inconnu de Las Vegas, tu dis c'est une comédie? Oui, c'est une comédie. Ouais, ça, c'est une comédie. Sorti un petit moment ou pas? Ouais, il est sorti dans les années 2000. Pas Ocean 12, non? Ah, Ocean 11, pardon. oui, Eleven, c'est ça. Oh, Non, ça Oh. la vache. très Oh. joli, Alan. Mais je vois pas trop le rapport. J'ai vu il y a un petit moment, mais. Bah, ça se passe à Las Vegas, mais alors. Rien Le connu? titre anglais de Ocean 11, du coup, c'est quoi? Est-ce que c'est réellement Ocean 11 Ah aussi oui, ça comment- peut Ouais, c'est Vraiment, celui-là. je C'est connais. celui-là. Oui, c'est celui-là. Là, c'est Ocean Eleven. Ouais, ouais. Ok. Pourtant, il n'y a même pas parce que Létumus ou. Ceci dit, Ocean, c'est. Oh là là, Naïm. Oh là. Bon, eh ben vas-y, du coup, on t'écoute pour la dernière proposition, Naïm. La dernière, je pense que vous allez la trouver assez vite. Rock and Non, comme rock and roll, mais il y a un petit jeu. Mais avec de mots. une nonne. Voilà. Ah, Sister Sister Act. Act. Voilà. Ah, Mais non. c'est super Rock bien. Ah. C'est super bien Rock trouvé. and roll. C'est pas mal du tout comme nom. Hein. C'est pas mal, hein. Ah, ils sont bons quand même. Hein. Bon, eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour vos rubriques. Eh bien, il est temps maintenant de passer par la rubrique Pépites, du coup. Vos coups de cœur ou vos coups de gueule, du coup, de ces derniers temps, des œuvres actuelles ou des artistes. Eh bien, écoutez, allez, on peut faire dans l'ordre Et inverse. pourquoi pas toi pour commencer? Vous voulez que je pense Ah bah allez. Ah, ben, je vais. Bon, ben, j'ai pas trop le choix. mais je vais Allez, commencer. allez, Alex. Eh bien, Allez, sois pas timide. eh bien, dans ce cas, je vais vous parler de Gojira, vu qu'on parlait de Godzilla en plus tout à l'heure, la boucle est bouclée. C'est l'un de mes groupes préférés depuis plus de 10 ans maintenant, et qui vient tout juste de sortir le single Born for One Thing, extrait de leur prochain album, prévu pour le 30 avril 2021. Je fais un peu de promo, mais ils n'ont pas vraiment besoin de moi. Cette formation musicale a désormais acquis suffisamment de notoriété pour que leur nom vous dise au moins quelque chose, même si vous n'êtes pas particulièrement passionné par l'univers du métal. C'est un groupe du coup fondé en 96, originaire d'Andre dans les Landes. Le groupe est composé actuellement de 4 membres, Joseph Joe Duplantier à la guitare et au chant, Mario Duplantier, son frère, à la batterie, Christian Andreu en tant que second guitariste et enfin Jean-Michel Labadie à la basse.
Le nom Gojira, d'où ça vient? Eh bien, du coup, ça provient de la prononciation japonaise de Godzilla. C'était le nom du groupe originel, jusqu'à ce que Roland Emmerich réalise l'excellent film en 98, obligeant ainsi le groupe à changer de nom après que le nom Godzilla soit devenu une marque déposée à l'international. Et ils n'ont pas vraiment eu le choix. Du coup, ce groupe s'est rapidement fait un nom dans le milieu musical du métal français, jusqu'à participer en 2009 à une tournée nord-américaine avec le groupe Metallica, une première pour un groupe français dans le métal. On ressent au cours de leur discographie une appétence prononcée pour la spiritualité, l'écologie et l'amour même, qui ne sont pas des thèmes habituellement abordés dans ce milieu. De nombreux titres font référence au bouddhisme, comme les morceaux Vacuity, Yama's Messengers ou The Mouth of Kala, et le groupe, proche de Sea Shepherd depuis de nombreuses années, nous alerte sur notre mode de consommation ainsi que notre rapport à la nature sur les titres comme Global Warming ou Toxic Garbage Island. Et leur musique dans tout ça, et bien là encore, Gojira possède des éléments caractéristiques. C'est un mur de son dévastateur, une rythmique diaboliquement efficace, magnifiée par la voix gutturale et claire de Joe Duplantier. Chaque élément est savamment orchestré, toujours exécuté avec justesse et en symbiose avec les différents instruments, sans jamais que l'un prenne le pas sur l'autre. Ici, nulle théorie musicale, on compose avec le cœur et l'esprit, offrant une approche tellurique de la musique que j'apprécie énormément. Les rythmiques martiales s'enchaînent, les harmoniques fusent, et c'est tout le corps qui entre en transe avec ses entêtantes mélodies distordues, pouvant parfois être agrémentées de sonorités plus traditionnelles et plus originales, comme un xylophone en bambou ou des mantras tibétains. À ce propos, Joe Duplantier considère la musique du groupe semblable à des rituels tibétains, permettant l'expression des démons intérieurs. Et comment parler de Gojira sans évoquer le talent d'illustrateur des deux frères Duplantier? Si Mario, le batteur donc, est artiste peintre et expose dans des galeries d'art, il est également photographe, son frère Joe est le créateur des différentes pochettes d'albums. Je les trouve toutes plus belles les unes que les autres et c'est toujours un véritable moment de plaisir de découvrir le booklet à chaque sortie d'album. Vous pourrez même, dans ces bouclettes, découvrir les superbes clichés du groupe réalisés par Gabrielle Duplantier, qui est du coup leur petite sœur. En conclusion, écoutez Gojira. N'ayez pas d'a priori sur leur genre musical, ce groupe est une expérience sonore unique qui mérite largement à ce que l'on s'y attarde. L'album Magma est une excellente porte d'entrée à leur univers, souvent considéré comme plus accessible, peut-être un peu moins brutal pour les néophytes du genre, mais From Mars to Sirius ou The Way of All Flesh restent des must-have plus de 10 ans après leur sortie. Et avant que je n'oublie, si Gojira passe en live et que vous avez la possibilité de les voir, n'hésitez pas une seule seconde. Parmi les nombreux concerts que j'ai eu de la chance de faire dans l'ancien temps, ça remonte tout ça maintenant, Gojira a été l'un des groupes qui m'aura le plus marqué dans ma vie. Voilà pour ma pépite. Oh. Est-ce que vous... Très envie d'écouter. Ah, mais vous connaissez ou pas du tout? Alors Justine, oui, un peu peut-être... Et par dépit, hein? Ah bah c'est non, gentil. si c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Je suis d'accord. C'est bien pour commencer à découvrir le métal. Oui. Alan, Naïm, est-ce que vous connaissez ou pas du tout? Moi, j'ai connu via toi. Oui, je crois que j'ai fait écouter quand on était à la fac. Ouais. Très longtemps, je me rappelle du logo, le fameux logo de la baleine. Oui, tout à fait, exactement. Ouais. Ah, oui, t'as Ce vu. mec, il m'a marqué, hein, Ah, mais c'est voilà qui me fait plaisir. Et toi, Naïm? dessin. Moi, je connais deux noms, ça me Ouais. dit quelque chose. Mais après, non, je connais pas trop en vrai. Avec Jean Reno? Oui, exact. Non, ça c'est Godzilla. Godzilla. Dans le grand bleu avec la baleine, c'est ça? Oh là là, le gros Non, bordel. Bon, enfin voilà, du coup, donc voilà, je vous en conjure, écoutez ce groupe, et même d'ailleurs le dernier single qui est juste monstrueux, que j'écoute en boucle, bon, depuis... Je confirme. Je vais Exact. l'ajouter à Spotify. Ah, mais ça me fait Donc, plaisir. Ben, Justine, du coup, est-ce que toi tu veux te lancer sur ta pépite? Eh ben allez, Eh c'est ben, vas-y, parti. nous t'écoutons. Alors, que le début des années 2000 laissait présager la mort de la radio au profit de la télévision, cette dernière décennie a vu progressivement émerger le podcast comme le médium incontournable. Ah ben, la preuve, hein. Face à cette invasion auditive, il était logique que ce format investisse également le champ de la fiction en proposant des films auditifs. C'est ce que nous propose ainsi le producteur suisse Varnish la piscine avec Le regard qui tue, sorti en 2019, nous invitant à user au mieux de notre imagination. Cette histoire n'est pas une histoire. Cette histoire est une expérience. Voilà comment se finit l'introduction de cet album. À la fois réalisateur et producteur, acteur et rappeur, Varnish a de nouveau fait appel à son originalité créative en plongeant l'auditeur dans une esthétique assumée des séries B cinématographiques, et ce, dès la première piste où les différents artistes ainsi que leurs rôles sont annoncés à la manière d'un générique. Donc, autant vous le dire d'emblée, ne vous attendez pas à un scénario de film policier à la Fincher. Nous sommes immergés dans le Monaco de 1966. La chanteuse Bonnie Banane accompagne Varnish sur l'intégralité du disque en incarnant Gabrielle Solstice. Femme dont la beauté n'aurait rien à envier à Grace Kelly, Monaco oblige. Mais sa particularité, c'est que cette femme est dotée d'un regard qui tue. Littéralement.
Ces homicides finissent par attirer l'attention de la police monégasque, dont le singulier Sidney Franco, interprété par Varnish. Malheureusement, les choses vont bien vite se compliquer lorsque ce dernier tombe amoureux de la femme qu'il était censé arrêter. 2 personnages, 2 ambiances. Si les pistes de Gabriel Soltis sont belles et empreintes d'une certaine candeur, celles de Sidney Franco empestent les ruelles poisseuses du New York à désabusé des 60s. Ce joyeux spectacle voit se mêler différents genres entre rap et R&B, toujours teintés d'une composante funk, comme traduisant la complicité des différents protagonistes. Varnish fait ainsi preuve d'une réelle maîtrise tout au long du disque, mais sous cette appellation se cache véritablement le désir d'un film porté par son réalisateur, qui poussera l'idée jusqu'à enregistrer des bruits de pas et de bagarres sur un titre comme Routine. Le potard du brouillard est à son apogée sur le ténébreux titre Bad Boy qu'un certain Hitchcock ne renierait pas. À l'opposé de ce spectre des titres comme Face to Face, mon préféré, vous feront inexorablement bouger la tête au rythme de sa basse terriblement funk, accompagnée de cordes aux sonorités disco dignes de Jamiroquai. Et ne comptez pas vous aider de quelques clips illustrant cette histoire, vous ne trouverez rien à ce propos. C'est dans votre seule imagination que se déroulera cette formidable enquête musicale si singulière. Non. Bien, merci beaucoup. Je connaissais pas du tout, par contre, mais ça a l'air grave cool. Franchement, je vous conseille, je l'écoute en boucle, j'adore cet album, c'est un de mes préférés. Non, c'est vrai que c'est très très bon. Et puis la prod est excellente en plus. C'est très très bien fait, ouais. Eh bien, merci en tout cas, Justine. Mais de rien. Alan, est-ce que tu veux passer à ta pépite, Alan? Je peux le faire, ça me dérange. Allez, vas-y, on t'écoute, Alan. Il peut le faire. Je vais parler du coup de Mandalorian. J'ai décidé de m'attaquer à un gros morceau qui peut faire débat parmi les ultra fans de la franchise de Star Wars. C'est une série de live-action américaine qui compte aujourd'hui 2 saisons, dont la première est sortie en mi-novembre 2019 sur la plateforme Disney+, qui se lançait le même jour aux États-Unis bien sûr, car en France ce sera qu'en fin mars 2020 qu'on aura accès à celle-ci. Alors autant dire que le mastodonte Disney a dû pas mal miser sur le carton de cette série pour démarrer avec celle-ci sur sa plateforme, avec un petit budget de tout juste 100 millions de dollars pour 10 épisodes. Alors bon, après c'est difficile de parler de chiffres générés par la série en elle-même, du coup, puisqu'on y a accès uniquement via le système d'abonnement Disney+. Pour vous dire, j'ai pas réussi à trouver de DVD ou de Blu-ray pour voir éventuellement des ventes de personnes Il n'y en aura intéressées par pas. la série. Et je sais que Netflix, par exemple, eux, des fois ils mettent le nombre de personnes qui ont visionné. Je crois pas pour Disney+. On sait pas combien de personnes regardent. Je crois pas qu'ils mettent le nombre de Non. spectateurs. Et hein. Bon, en On tout a cas, que le ça nombre cartonné, je pense. d'utilisateurs qui a augmenté. Oui, Ouais. je pense que, en tout cas, la plateforme avait peu de séries en stock à ce moment-là, et on frôle les 95 millions d'abonnés aujourd'hui, je crois, donc c'est assez gigantesque. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, C'est effectivement. beaucoup plus haut que ce qu'ils avaient misé au départ. Ils avaient parié sur entre 60 millions, je crois, et 90, et ils sont déjà à 95 en 5 ans de plus rapidement, quoi. Donc on est vraiment sur de l'exclu en plus, mais de l'exclu qui rigole pas, quoi. La vente des produits dérivés Star Wars, par contre, elle a augmenté de 70%. Je pense notamment à la petite créature gros goût, qui a généré 35 millions de dollars. Et ça, c'est quand même, c'est le seul chiffre que je pouvais vous relever là-dessus. Alors, et pour ce qui est de la réalisation, le film comptera du coup 7 réalisateurs, la série comptera 7 réalisateurs, dont Jon Favreau, qui est aussi le créateur de la série. Comment ? C'est un rapport avec le nombre de pics sur la couronne de la Statue de la Liberté? Alors, je crois pas qu'ils aient poussé à ce point. T'es sûr ? Ils sont américains, mais je crois pas qu'ils aient poussé à ce point. On aura aussi du coup Dave Filoni, Taika Waititi. Bah oui, qui a réalisé Thor. Si, Ouais. tout à fait. Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard, Carl Weather et enfin Peyton Reed. Chacun d'entre eux ayant du coup un épisode attitré entre guillemets, mais qui seront réalisés ensemble, à la différence d'un American Horror Story où une histoire est différente et racontée par un seul réalisateur par épisode, sans que les épisodes ne se suivent forcément. Du coup, ce que je trouve intéressant et risqué, alors je sais pas ce que vous en pensez vous, mais devoir travailler en équipe, je trouve que c'est déjà une chose. Mais alors travailler sur la réalisation en elle-même en étant aussi nombreux, concilier la vision de chacun, garder une cohérence globale sur la série, je me dis ça va vraiment pas être évident du tout. Bah souvent, oui, c'est à deux, genre les frères Farrelly ou les frères Russo, etc. Ou les sœurs Wachowski, mais c'est vrai qu'après, à plusieurs, c'est très compliqué, ouais. Dans les séries genre Game of Thrones, il y a quand même beaucoup de réalisateurs différents.
par rapport aux épisodes. Oui, il y en a pas mal. Mais dans Game of Thrones, si j'ai pas de bêtises, en fait, j'ai l'impression qu'ils réalisent par paquet d'épisodes. Il y a moins de turnover. Oui, souvent c'est ça. Ouais. Après là, c'est surtout que je sais pas si ils sont nombreux par épisode ou est-ce que ils se dispatchent en fait vraiment, genre c'est un réalisateur, un épisode, puis un autre réalisateur, un autre épisode. Pour Mandalorian, ça me choque pas trop parce qu'en plus, les épisodes, il y en a qui font 30 minutes, comme d'autres peuvent faire 50. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que les durées des épisodes varient énormément. On sent bien que c'est vraiment ce qui prime, c'est l'histoire de l'épisode et qui s'articule. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est à quel point c'est super bien articulé dans l'histoire. C'est vraiment, on n'a pas du tout cette impression qu'il y a plusieurs réalisateurs qui se sont coupé le travail en plusieurs morceaux. On sent vraiment c'est fluide, ça se regarde vraiment en une traite, c'est vraiment super. Et pour ce qui s'agit de l'histoire, du coup, après tout ce speech, venons-en quand même à un petit synopsis. Comme je l'ai dit plus tôt, on est du coup dans l'univers étendu de Star Wars. Alors ça se passe 5 ans après le retour du Jedi. Les cuisiniers savent à quel point ça peut être douloureux quand ça part dans l'œil. Et 25 ans avant le réveil de la Force. De la Force. 25. Non, j'ai pas voulu faire de blague sur celui-là. Oh. Le début de l'histoire on se glisse dans la vie d'un mercenaire et chasseur de primes redoutable, mandalorien, dont il tiendra son surnom Mando, éloigné des territoires de la Nouvelle République et qui depuis la fondation de celle-ci peine à trouver des contrats qui payent, voire des contrats tout court. Jusqu'à ce fameux jour où un vieil homme lui propose alors une mission, difficile mais accessible pour un guerrier de sa carrure, lui ramener une créature vivante d'une 50aine d'années. Ce sera la seule information qu'il aura afin d'être grassement payé et pallier du coup à sa misère actuelle. Mando accepte du coup, malgré l'insigne évident porté fièrement du vieil homme illustrant son appartenance à l'Empire déchu, et découvre avec une certaine quiétude quelque peu masquée lors de cette mission que malgré son demi-siècle d'existence, cette créature vivante n'est d'autre qu'un bébé, un jeune enfant à l'espérance de vie hors du commun, inoffensif, maîtrisant cependant la force, cette puissance rare et lumineuse protectrice que comptent les légendes des grands protecteurs des galaxies. Efficace et fidèle à lui-même, Mando remplit donc sa mission et sa part du marché en ramenant l'enfant au vieil homme, déjà entouré de nombreux Stormtroopers, qui ne manquera pas à sa parole en le payant allègrement. Mando prendra alors l'argent, dérogera cependant à une première règle du code des chasseurs de primes, pas de questions sur les livraisons, avant de se raviser et de déroger à une deuxième règle, rétamer tous les commanditaires et sauver l'enfant. Notre mercenaire, si adroit et respecté de tous dans son domaine, se verra alors prendre la fuite, pourchassé par les résistants de l'Empire, mais aussi tous les chasseurs de primes appâtés par le gain conséquent de la capture de cet enfant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez quels acteurs sont dedans, mais du coup, je préfère. Il y a pas les Pedro citer. Pascal. Ah bah, Pedro Pascal. Voilà, vous avez cité l'acteur coup de cœur de la série. Là où elle m'a le plus plu, c'est ce côté. On n'en parle pas forcément d'histoire d'amour ou d'amitié ou quoi. C'est vraiment une histoire de protection. C'est un guerrier qui a un vécu assez difficile, qui prend sous son aile du coup un enfant qui pouvait lui rapporter énormément, hein. Donc il va vraiment contre toutes ces règles de chasseur de primes pour sauver cet enfant et essayer de. C'est ce que fait Naïm, hein, ses heures perdues. Bah évidemment. Eh bien, écoute, merci Alan. Quittons la galaxie très très lointaine pour revenir sur Terre avec la dernière pépite du coup, celle de Naïm. Naïm, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors moi je vais vous parler de manga et d'animé. Enfin c'est l'animé du même manga. Donc. Eh ben vas-y, parfait, nous t'écoutons attentivement. Je me suis perdu tout seul. Ok, alors moi je vais vous parler C'est pas grave. de Jujutsu Kaisen. Je sais pas si vous connaissez, c'est un petit manga qui a une popularité qui a explosé là. Ouais, Je connais pas du tout, je t'avoue. Depuis l'animé qui est sorti en octobre sur Crunchyroll, je crois. Et du coup, en fait, à la base, c'est un manga qui est publié dans le magazine du Shonen Jump, là où était publié Naruto, là où on retrouve aussi One Piece, tout ça. Et en fait, c'est genre avant vraiment l'adaptation de l'animé, c'était pas très très populaire, quoi, et d'un coup, ça a éclaté. Alors, c'est un manga de GG Akutami, qui est publié depuis mars 2018. Et la version française, elle est publiée chez Kiyun. Et pour l'instant, il y a 14 tomes. Et en vrai, c'est plutôt pas mal. Mais on voit qu'il y a vraiment eu un pic là, qui est vraiment
dû à l'animation qui est vraiment de très bonne qualité, qui est faite par le studio MAPPA, qui s'occupe de la dernière saison de l'Attaque des Titans, par exemple. Et qui a eu pareil aussi, même le studio aussi, là, qui est en pleine hype, on va dire. Et en fait, ce manga se déroule dans un monde où des monstres invisibles aux yeux humains, qui sont appelés les fléaux, et qui sont créés à partir d'émotions négatives des humains. Genre, par exemple, ils ont tendance à apparaître dans des hôpitaux, dans des écoles, partout où il y a de la souffrance, même dans des cimetières ou des choses comme ça. En fait, il y a des sortes d'esprits en fait, qui errent. Et en fait, pour les protéger, ces lieux-là, ils font appel à des exorcistes. Et aussi, pour remédier à ça aussi, ils peuvent utiliser des reliques. Genre, par exemple, ils prennent... Là, par exemple, dans le début du manga, en fait, ils prennent la relique d'un ancien fléau. C'est un doigt, en fait, qui est entouré dans un seau avec plein d'écritures et tout ça. Et ça permet de protéger une école. Et en fait, ça va partir un petit peu en cacahuète parce que le héros qui s'appelle Yuji Itadori, en fait, il fait partie d'un groupe, d'un club de spiritisme dans son lycée. Et en fait, pour s'amuser à se faire peur, etc., à un moment, ils prennent ce seau-là, le doigt. Et en fait, il y a ses collègues du club qui vont essayer d'enlever le seau. Et du coup, ça va attirer tout plein de fléaux dans le lycée. Et après, en fait, ce personnage-là, Yuji, le héros, il a vraiment des facultés exceptionnelles, genre physique, genre il peut sauter extrêmement haut, il a une force incroyable. D'ailleurs, c'est là où j'en suis, c'est toujours pas expliqué pourquoi, mais en tout cas, c'est incroyable, genre il est plus fort que tous les champions du monde olympique et tout. Oui, oui. Ah oui, clairement. Bonne condition physique, quoi, le gars. Ouais, c'est ça. Le mec, il met genre qu'il court à 50 km/h, ou un truc comme ça. C'est assez extrême. Et du coup, il pensait être protégé, mais du coup, il se met le doigt dans l'œil, c'est ça? Exactement. C'est dans la tête. C'est presque ça en plus. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, dans le feu de l'action, quand il se bat contre un esprit, en fait, il veut empêcher le fléau de récupérer le doigt et de devenir plus fort. Et en fait, c'est le héros lui-même qui va avaler le doigt. C'est un peu dégueulasse, mais bon. Il va avaler la relique. Ouais, le doigt, il va l'avaler. Du coup, il y aura une cohabitation avec l'esprit du doigt, quoi. Et ça fait un peu penser à du Naruto, on va dire. Comme, Shaman King aussi. Ouais. Shaman King. Ou même Yugi aussi. Yugi, oui, c'est vrai. Et du coup, il y a une cohabitation entre les deux, mais lui, comme il a un physique vraiment exceptionnel, il arrive à garder le contrôle en fait sur la relique là, qui appartient à Ryomen Sukuna, qui est le plus puissant de tous les fléaux qui a jamais existé, quoi. Et, évidemment. Oui. C'est un shonen en même temps. Oui, il faut pas trop le Heureusement qu'il a avalé que son doigt, du coup. Non, mais en plus, c'est le doigt d'honneur. Oh. Il a eu besoin d'un coup de pouce sur le coup. Et du coup, Ryomen Sukuna, il a 20 doigts. Déjà, il a du coup 4 bras, si je compte bien. Et en fait, chaque doigt est éparpillé un peu partout. Il y en a qui sont surveillés en fait, par les exorcistes et d'autres sont dans la nature, ils ne savent pas trop où ils se trouvent. Et en fait, les exorcistes qui s'occupent au final de Yuji, ils vont lui proposer un contrat. C'est soit il le tue tout de suite en fait à Yuji, soit il récupère tous les doigts, il les mange un à un pour au final mourir, mais en tuant Sukuna définitivement. Et du coup, bon, il choisit de vivre, ce qui est assez logique. Et l'anime, il a une animation fluide, je pense que c'est la plus belle animation qu'on peut voir là, de 2020-2021. Et en plus, je vous conseille aussi d'écouter la musique de fin, surtout avec le générique, quoi, le landing, qui est assez exceptionnel, et qui est un peu à contre-courant du manga. Genre, on les voit danser, tous les personnages, alors que l'anime est assez sérieux, on va dire. Genre, ça parle beaucoup de mort ou d'esprit, tout ça. Et... De doigts. De doigts, exactement. De moi. Doigts. Excuse-moi. Et du coup, c'est assez cool. Franchement, c'est un manga que je vous conseille. Et essayez, quoi. Si vous avez bien aimé la hype qu'avait eu Naruto, ben c'est un peu, on va dire, le successeur. Même si c'est quand même dans un monde. Voilà, c'est dans un monde commun, quoi. Genre, ouais.
Eh bien, écoute, Dave, merci beaucoup. Pourquoi honnêtement, j'aime beaucoup le principe. J'aime bien tout ce qu'avec émotion négative et tout. Je trouve que c'est une excellente idée d'avoir fait ça. Ouais. En tout cas, merci à vous trois pour ce podcast. Et voilà, du coup, qui marque déjà Le la premier fin. de 2021. Exactement, le premier. En espérant que ce soit pas le dernier de 2021 non plus. Ah non, c'est bon. Hein. Un podcast par an, voilà, un rythme bien raisonnable qui nous laisse le temps de préparer quelques rubriques. Nous vous disons au revoir, très bonne journée, très bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau podcast, toutes et tous ensemble. À très bientôt. Oui. Yes. Salut. Salut.